Ciao et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française. Alaric Chagnard a plusieurs visages. En cuir ou encore en bois, ce créateur de masques nous dévoile son univers multifacette. Benoît Misselin coiffe toutes les têtes et revisite le couvre-chef, exit capeline et béret, tout simple, bonjour, oreilles de lapin et détournement. Aujourd'hui d'un repérage, visite guidée peu conventionnelle de la capitale. Paris nous ouvre les portes de ce secret d'histoire. Le plastique c'est fantastique, les créations messagères donnent une seconde vie aux sacs poubelles abandonnés. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Si on dit que les diamants sont les meilleurs amis de la femme, ils ne sont pas toujours ceux de la planète et de l'homme en général. Hors du monde offre une véritable dimension équitable à la joaillerie. Ici, les diamants sont garantis extraits dans les respects des droits de l'homme, mais aussi de l'environnement. Et si pour des raisons obscures, vous voulez vous débarrasser de votre alliance, sachez qu'ils recyclent même l'or. Un peu perdu dans le Maine-et-Loire se trouve un décor digne des studios Ghibli. Labellisé Jardin remarquable, le parc oriental de Mont-Lévrier abrite dans ses 29 hectares rivières ponctuées de ponts japonais, pagodes de bois et lanternes en tout genre. Une sorte de voyage initiatique incontournable pour les amoureux du Japon. Avis à tous les égyptologues en herbe, Égyptomania est fait pour vous. Avec cet ouvrage accessible dès 6 ans, entrez dans l'univers magique de l'Égypte et des pharaons. Page pop-up, rabat et volets, ce livre regorge de cachettes comme les pyramides. On y découvre les rites de l'époque en parcourant un univers ludique et coloré. Pas mieux pour instruire le petit dernier. Cœur Paris, c'est la marque qui fait chavirer le cœur des Parisiens et des Parisiennes. Eva, la créatrice de ces adorables broderies, a une idée simple mais efficace. Sur un t-shirt blanc piqué à l'intérieur d'un cœur, un mot de votre choix. Vous pouvez choisir un court message, le nom de votre mec, de votre chien ou encore votre plat préféré. Pour nous, ça serait Cocorico. Bas les masques, aujourd'hui Alaric Chagnard nous invite dans son atelier où il cultive de nombreuses personnalités, passions masquées intrigantes. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une drôle d'équipe. Mais derrière tous ces personnages hauts en couleur se cache un seul et même homme, Alaric Chagnard, facteur de masques. Grand passionné, il en fabrique au gré de ses recherches personnelles, de pièces de théâtre et autres performances artistiques. Tout est parti d'une exposition sur le masque africain dans les années 2000, lors de laquelle Alaric tombe sous le charme de cet objet millénaire. Et là, je suis tombé nez à nez, je dirais, avec le masque. Et tout d'un coup, ça m'est paru évident qu'il y avait quelque chose de magique, d'extraordinaire dans cet objet-là. De nombreux voyages à travers le monde nourrissent sa connaissance de l'objet dans différentes civilisations. Il apprend ensuite auprès d'un sculpteur de masques et s'oriente vers le masque de scène. Pour commencer, petit panorama des différents types de masques de scène. Ça, c'est un masque entier. Donc un masque comme ça va être difficile pour un comédien qui a du texte, ça va être difficile pour un personnage qui tient très longtemps sur scène. Donc c'est plutôt pour une apparition. Après, il y a les demi-masques qui, du coup, permettent d'avoir du texte, de parler. Il faut qu'il y ait une certaine neutralité pour pouvoir laisser aux comédiens la possibilité de faire des variations. Il y a des plus petits masques, comme le Neju, par exemple, qui suffisent à transformer totalement la morphologie et puis totalement la personne. Voilà. Donc ça, c'est un petit nez lèvre. Le masque, pour moi, c'est pas un accessoire. C'est autre chose, c'est pas accessoire. L'objet masque est comme une caisse de résonance qui va amplifier l'ensemble des éléments qui sont autour de lui, notamment le corps, parce que comme le visage est figé par le masque, toutes les émotions vont passer par des attitudes corporelles. Et donc, du coup, ça rend le corps très expressif. Pour élaborer des masques en vue d'un spectacle, comme ici La Tempête de Shakespeare, c'est tout un travail de création en amont, en partenariat avec le metteur en scène ainsi qu'avec le comédien. Tous mes masques ils sont adaptés à la morphologie d'un comédien, donc on commence à l'atelier par faire une prise d'empreinte pour que j'ai vraiment la forme exacte de son visage. Et puis du coup, je vois son corps, je vois comment il est, je vois comment il se déplace. C'est une étape importante qui va me guider moi aussi dans ma fabrication. Bien décidé à sortir le masque de son image très commedia dell'arte, Alaric puise son inspiration partout. Ce sont mes sources d'inspiration, par exemple, c'est du Bruegel, Picasso bien sûr, Matisse,
On retrouve des masques partout en fait. Pour réaliser ces masques, Alaric a 2 types de techniques, mais tout part du moule du comédien. Il peut faire un tirage à partir d'un moule creux en plâtre. On a la forme en creux du masque. Donc ça c'est le négatif. Et après l'idée c'est de tirer un positif de ce négatif. Donc moi ce que j'utilise c'est des choses assez simples, hein, des matières assez naturelles. Donc c'est papier, un papier un peu épais, et puis tarlatane. Ou alors, il le sculpte sur bois. Donc là j'ai ma tête de comédien et l'idée c'est de faire correspondre l'intérieur du masque avec la tête du comédien. Comme c'est une tête en plâtre, du coup, ça marque aux endroits où il y a trop de matière. Et donc petit à petit, je sais où est-ce qu'il faut que j'enlève de la matière. Ainsi, le masque est vraiment sur mesure et très proche de la peau du comédien. Puis de la même manière, il sculpte l'extérieur du masque. Le choix de l'essence est important. En fonction du type de personnage, je vais choisir telle ou telle essence. Par exemple, le tilleul, il n'y a pas beaucoup de veinage dans le bois, donc pour faire quelqu'un de jeune, ça va mieux fonctionner. Vient ensuite le moment des finitions. Membre de l'association des créateurs de masques, Alaric Chagnard se bat pour montrer la diversité de cet objet passionnant et défendre sa place dans le théâtre et les arts contemporains. C'est très bien la tradition, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de réinventer des choses qui puissent faire écho à la création actuelle, au théâtre contemporain. Et je pense que le masque peut avoir sa place dans un théâtre contemporain, vraiment. Il faut arriver à convaincre les metteurs en scène de venir s'emparer de cet objet-là, qui est vraiment cette co-construction avec le créateur de masques. Ça oui, le masque n'a pas dit son dernier mot, et ceux d'Alaric n'ont qu'une hâte qu'on leur donne vie. Alors, à bon entendeur. À chaque tête, son couvre-chef, le créateur de mode et chapelier Benoît Missolin nous emmène dans son univers tourbillonnant et décalé à souhait. Benoît Missolin est un homme de tête. Voilà plus de 10 ans qu'il s'est spécialisé dans les chapeaux et autres accessoires, même si c'est avant tout un grand passionné de mode. La mode, en fait, c'est vraiment une passion depuis que j'ai l'âge de 10-11 ans. C'est là où j'ai commencé à dessiner, à faire des croquis sur mes cahiers à l'école. Justement, à l'adolescence, il se décide à envoyer ses dessins à des grands créateurs de mode, et parmi les réponses, celle de Christian Lacroix sort du lot. Il entame alors une vraie correspondance avec celui qui sera en quelque sorte son mentor. Benoît monte à Paris, se forme au studio Berceau, puis travaille un temps pour d'autres maisons comme Givenchy, avant de se rendre compte qu'il veut faire ses propres créations. Un jour, un déclic se produit et le chapeau devient une évidence. Ma dernière collection était sur le thème des gitans. Pour cette collection, je l'ai accessoirisé en fait de chapeaux que j'ai chinés. J'ai fait des patchworks sur ces chapeaux. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai vendu plus de chapeaux que de vêtements. Et j'ai pris ça comme un signe. Benoît prend alors des cours du soir de modiste, obtient une bourse pour travailler la broderie au Brésil et trouve vite son bonheur en se spécialisant plus largement dans l'accessoire de tête. Retravaillant des classiques aussi variés que la casquette, le béret, le canotier, le bibi ou même le fez marocain, Benoît s'amuse à les détourner pour les faire entrer dans son univers pop et décalé. La casquette de baseball, c'est aussi un élément que j'aime beaucoup détourner. J'ai rajouté un très gros nœud, un petit peu style Disney mini. C'est vraiment un mix entre la couture et le streetwear. Un chapeau, il faut que ça soit quand même, pour moi, assez ludique. J'ai besoin de m'amuser sur ce que je fais, j'ai besoin d'emmener un peu de brillance, un peu de la fantaisie. C'est important, la fantaisie. Aujourd'hui installé à Londres mais régulièrement de passage à Paris, Benoît puise son inspiration partout et dessine beaucoup. Les oreilles de lapin, en fait, c'est vraiment un modèle que je fais depuis le début, que j'ai commencé à faire des accessoires de tête. C'est un peu comme une signature dans mes collections. Je les travaille toutes les saisons, mais d'une manière différente. Les toutes premières étaient en cuir verni, après elles sont passées dans du tulle à pois. Ça peut passer aussi dans des laines qui sont rebrodées de strass multicolores. Je m'amuse toujours autour de cet accessoire. Ça, c'est encore une fois une inspiration un petit peu glamour. Bon, c'est les années 50, c'est le magazine Playboy. Et j'aime bien, c'est quelque chose que... En même temps, c'est entre l'enfance et l'érotisme. Puis à partir de bases simples, Benoît agrémente ses créations de tout un tas de fantaisies.
Je vais choisir quel moule et dans quelle matière je veux réaliser ce moule. Et après, c'est un petit peu comme une page blanche pour moi. Ensuite, je vais rajouter des éléments sur les chapeaux, que ce soit des broderies, que ce soit une voilette, du gros grain, des perles, des strass. Je travaille avec différents artisans français. J'ai des gens qui font des fleurs, des gens qui travaillent la plume. Il y a aussi un carcassier avec qui je travaille, qui lui, si j'ai besoin de structure en métal, va réaliser une structure en métal. Après, tout le travail final, il est réalisé dans mon atelier, c'est-à-dire toutes les poses de gros grains, les broderies, tout ce genre de choses, et aussi tout le travail des serre-têtes est réalisé dans mon atelier. On a la chance d'avoir des artisans en France incroyables, donc il faut vraiment les faire travailler. Et moi aussi, moi j'aime utiliser mes mains, donc du coup, ouais, donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais s'il a un univers fort, Benoît Missolin aime aussi beaucoup les collaborations et faire concorder son univers à celui des autres. Depuis 2009, il travaille notamment avec Jean-Paul Goude pour Desigual et les Galeries Lafayette, par exemple, sur des créations démesurées et virtuoses. Plus récemment, il s'associe au tissu Olivade pour un clin d'œil à ses origines provençales. Côté image, il travaille depuis des années avec le photographe Vincent Gapaillard pour mettre en scène ses créations. Benoît me montre la collection, on fait le choix ensemble de quelques pièces, et puis de là on brode un concept ensemble, une idée. C'est toujours bien de confronter son image à un autre travail, de voir aussi comment je suis perçu par un autre artiste. Pour le visuel de sa dernière collection, il s'est associé au monde de Fanny, une muse qu'il a rencontrée sur Instagram. En fait, on s'est connus sur les réseaux sociaux parce qu'on a le même univers, les mêmes inspirations. C'est une féminité qui est très assumée, audacieuse. Ce sont des pièces fortes, il y a quelque chose d'onirique et d'un peu effronté aussi. Une chose est sûre, avec Benoît Missolin, béret, bandeau et casquette n'ont pas fini de se réinventer. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors si aujourd'hui les accessoires de tête sont votre terrain de jeu privilégié, ça n'a pas toujours été comme ça. Retour dans votre enfance en Avignon, quand vous habillez votre poupée ou votre mascotte favori, le Snoopy, c'est ça? C'est ça, Snoopy c'était ma mascotte. Je lui confectionnais des vêtements avec des morceaux de tissu que je trouvais chez moi. Et ma passion pour la mode a commencé à l'âge de 11-12 ans. Alors quand vous aviez 14 ans, une chose incroyable, vous envoyez votre carnet de dessin, votre sketchbook à Christian Lacroix. Et il vous répond. J'envoyais des lettres aux gens que j'aimais de la mode. Donc c'était des mannequins, j'ai envoyé des lettres à Inès de la Fressange, à Marie Seznec qui était l'égérie de Christian Lacroix. Et j'ai eu comme ça des correspondances. Mais bon, Christian Lacroix, c'était un peu pour moi le premier choc de mode. Parce que tout à coup, quand il est arrivé, je crois que c'était en 87, avec le premier défilé haute couture, je me suis reconnu dans quelque chose. Il y avait ces mêmes inspirations, c'était des couleurs, des broderies, pour moi, c'était un rêve complet. Et petit à petit, à force d'envoyer des lettres, j'ai commencé à recevoir des lettres manuscrites de sa part. Un vrai échange incroyable. Complètement. Donc j'ai pas mal de lettres. Et il m'envoyait des lettres de 3-4 pages, on s'écrivait comme ça, c'était un conte de fées. Et du coup, quand vous avez 18 ans, bac en poche, vous arrivez à Paris. D'abord, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai eu mon bac, je lui ai envoyé une de mes lettres, je lui ai demandé « Que pensez-vous? Dans quelle école je dois aller ?» Donc, il m'a parlé de plusieurs écoles, que je connaissais bien entendu, mais je voulais avoir son avis. Et en fait, il a fait appeler sa secrétaire, mes parents, pour leur dire « Il faut que vous envoyiez votre fils dans une école de mode. » Donc, j'ai commencé en fait à la chambre syndicale de la couture parisienne, où je suis rentrée, mais ça ne correspondait pas à mes attentes. À l'époque, c'était très strict. Et moi, pour moi, la mode, c'était la liberté. C'était créer, c'était faire des choses extravagantes et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de m'exprimer. Donc j'ai tenu toute l'année, mais après je me suis dit, je pars au studio Berceau. Et le studio Berceau, c'est là un endroit où je pouvais exprimer complètement ma créativité. Alors ensuite, vous êtes passé dans plusieurs maisons de mode, Thierry Mugler, Givenchy, et un jour vous vous êtes dit, voilà, il faut que je me lance, il faut que je fasse mes propres vêtements, ma propre ligne. En fait, mon premier défilé, je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Ah oui. Déjà, c'était pour moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Oui, puis je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. En fait, j'avais, je pense, tellement de choses à dire, parce que finalement, c'est ça la création. Je pense que c'est un débordement d'idées, et il faut pouvoir s'exprimer. Et je voulais m'exprimer
par moi-même. Je ne voulais pas m'exprimer à travers quelqu'un. Donc évidemment, c'était important pour moi de passer dans certaines maisons, mais mon but, c'était vraiment pas d'y rester. Par la suite, aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup de designers, vous accessoirisez les défilés, mais aussi avec un grand photographe, Jean-Paul Goude. Jean-Paul Goude, c'est un peu un cadeau du ciel pour moi. En fait, il y a 8 ans, le styliste de Jean-Paul Goude, Alex IQ, m'a téléphoné. En fait, il travaillait pour d'autres magazines et il utilisait certains de mes accessoires. Et il m'a dit, voilà, je voudrais te proposer de travailler avec nous. Donc moi, ça faisait que 2 ans que je commençais, donc j'étais assez impressionné. Et avec Jean-Paul, si vous voulez, je m'adapte complètement à son univers parce que de toute façon, il est tellement précis dans ce qu'il veut, ce qui est génial. Comme vous bougez beaucoup, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez que vous allez revenir à la mode, aux vêtements, ou plutôt rester dans l'accessoire, ou vous ne savez pas encore? Le vêtement, je pense pas. Un autre accessoire, pourquoi pas? En fait, je ne me considère pas comme un modiste. En réalité, je fais un accessoire de mode. Maintenant, c'est un support. Mais je pense que je pourrais tout à fait passer à un autre support. Ça ne me pose pas de problème. J'aime bien passer, encore une fois, d'une chose à une autre. Tout à l'heure, vous avez parlé des mannequins, des muses auxquelles vous avez écrit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous inspire particulièrement, une muse, un mannequin? Alors, finalement, pas tant que ça. Il y a plein de filles qui m'inspirent. Et ça change aussi. Alors, mon égérie de toujours, de mon enfance, c'est Lio. Elle a tellement de chiens, elle est drôle, elle est cash comme ça, et ça, j'adorais ça. Je pense que si y a une femme qui m'a inspirée, c'est elle. Merci Benoît. Merci à vous. Paris regorge de secrets d'histoire, restaurants repères des grands de ce monde, musées étranges et circuits centenaires, balades au travers des siècles. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré un Paris historique. Cellier médiéval, café légendaire et objets chirurgicaux ancestraux, vous pensiez tout connaître de la ville lumière, vous allez être surpris. Pour débuter notre balade, direction une adresse peu connue de la capitale. Depuis sa création, l'association Paris Historique milite pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti à Paris. En 1963, elle décide de s'installer dans cette ancienne maison de ville de l'abbaye d'Oursecan, au cœur du Marais. La maison d'Oursecan faisait partie des bâtiments qui devaient être détruits. Et pour empêcher sa destruction, l'association a décidé d'intervenir par des démarches administratives et après en organisant sa restauration. Alors un petit ravalement de façade et c'est une jeunesse toute retrouvée. À l'exception de son historique cellier au style gothique qui n'a pour sa part pas été entièrement restauré, ce qui en fait un lieu unique. Son aspect typiquement médiéval, fait de voûtes, d'ogives, de nefs et de colonnes à chapiteaux, tranche avec la maison à l'urbanisme plus Renaissance. Cette maison était le comptoir urbain de l'abbaye, qui leur permettait d'avoir un pied-à-terre en ville et de pouvoir écouler toutes les productions agricoles de l'abbaye, qui est située à plus de 100 km au nord d'ici. Donc toutes les marchandises arrivaient dans la maison et étaient stockées dans ce lieu, dans ce cellier. La maison d'Oursecan, de par son histoire, fait aujourd'hui office de véritable ovni dans le paysage parisien. On poursuit notre balade dans un lieu au charme des Lumières. Bienvenue au Procope, doyen des cafés-restaurants de Paris, dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés. Chaque mur dévoile des portraits et citations sortis de la plume de grands intellectuels et poètes, tous passés par le Procope. Faire sortir les écrivains, littéraires et philosophes habitués à fréquenter les mêmes lieux, tel était le désir du jeune Sicilien Procopio lorsqu'il ouvre son établissement en 1686. Il a ouvert en face de la Comédie Française. Comme ça, tout le monde qui vit de la Comédie Française ou fait vivre la Comédie Française se réunissait ici. Et il a ouvert un endroit luxueux avec plein de dorures et de miroirs pour que ça soit très ouvert et qu'il ramène les écrivains de France de cette époque. The place to be des intellectuels de l'époque, le Procope devient rapidement un café littéraire de renom, attirant les plus grands esprits. Voltaire y avait même son propre bureau à l'étage. Ou encore, plus récemment, c'est notre Chirac national qui avait pris l'habitude de venir déjeuner à cette table.
Étendu sur 2 étages, ce restaurant a su préserver ses souvenirs d'antan, tout en apportant une touche de modernité, à l'image de sa cuisine raffinée, à déguster dans une ambiance feutrée. On essaie de tenir des recettes datées de 100, 150 ou 200 ans, comme le coq au vin, la tête de veau, remis légèrement au goût du jour, avec moins d'épices que l'époque. Vous l'aurez compris, une fois la porte du Procope franchie, c'est une véritable traversée sensorielle dans l'histoire qui vous attend. Et pour notre 3e et dernière adresse, âme sensible s'abstenir. Au menu du jour, cervelle pétrifiée, couteau d'amputation, instruments archaïques, la poésie de la médecine rassemblée en un seul et même lieu, c'est ici. Mais n'ayez crainte, nous ne sommes pas dans le cabinet du docteur Frankenstein, mais bien dans un musée dédié à l'histoire de la médecine. Dans cette salle d'exposition, construite en 1907 et située au 2e étage de la faculté de médecine de Paris-Descartes, un ensemble de portraits de grands praticiens ainsi qu'une collection d'instruments chirurgicaux animent l'espace à la déco boisée de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. On en apprend plus sur la naissance de l'anesthésie et les petites chirurgies régulièrement pratiquées, telles que les extractions de dents, à l'époque, seul remède contre les douleurs dentaires. Preuve que la médecine a quand même fait pas mal de progrès au fil des siècles. À noter que le musée accueille régulièrement des expositions temporaires, comme ici avec l'artiste Pierre Zanzucchi, et c'est donc sur ces belles collections d'instruments anciens que nous nous quittons. Mais une chose est sûre, ce voyage dans l'espace-temps prouve bien que Paris demeure une ville historique. Les déchets abandonnés font parfois naître de beaux objets, comme dans l'atelier des créations messagères où William transforme le plastique en plante magique. Quand vous voyez un sac poubelle, vous pensez à ça. Pas très joli. Eh bien, William Amor, lui, voit plutôt ça. Des roses, des orchidées, des dahlias, des fleurs de cerisier. Elles n'ont jamais été graines, mais plutôt déchets. Les créations messagères de William sont nées en 2010 de la rencontre d'un sac plastique et d'un plumeau à poussière. Oui, vous avez bien entendu. C'est né de l'observation d'un sac plastique qui m'a fait vraiment penser aux pétales de fleurs. Et du coup, j'ai commencé à faire plein d'expérimentations sur la matière plastique, comme les passer toute une journée dans l'eau de javel, à l'eau bouillante, à la flamme, voir comment ça réagissait. Et j'avais trouvé un peu mes premières techniques. Et ensuite, je cherchais un élément pour faire les étamines et les pistils des fleurs. Et donc, du coup, il y a eu la rencontre avec ce plumeau à poussière qui était chez moi et la première fleur était née. Un plumeau à poussière et un sac plastique qui ont fait de William un botaniste d'un nouveau genre. Et c'est vrai que j'avais envie de créer de la poésie en se disant que justement, ces matières-là ont une durée de vie incroyable. Et qu'on a un regard face à elle qui est justement du déchet, du détritus, alors que voilà. Et donc je me suis dit, grâce à l'art et grâce au geste de la main, on peut arriver justement à redonner de la poésie. Et transformer des déchets en fleurs, il fallait y penser, car au-delà d'être un grand poète, William est un passionné de fleurs depuis l'enfance. C'est donc dans la nature qu'il va puiser son inspiration. La nature m'a toujours fasciné pour ses formes, ses couleurs, cette complexité, ce mystère. Je ne cherche pas à forcément faire du réalisme. Je cherche juste à retrouver, moi, l'émotion que j'aime quand je vois une fleur. Et après, je m'inspire des formes, c'est-à-dire de quelques pétales, et même au niveau de leurs noms que je leur donne. Du coup, je leur donne des noms botaniques qui s'associent en fait à un petit message subliminal. Comme le coquelicot, en nom latin, ça s'appelle Papaver roeas. Et donc moi, mon coquelicot messager à moi, il s'appelle Papaver roeas pollutea. Voilà. En grandissant, William n'est pas devenu botaniste. Pendant des années, il a travaillé dans la communication pour des marques de créateurs, d'artistes et de designers. Un parcours qui l'a beaucoup inspiré. Avant de m'occuper de moi, c'est vrai que je me suis occupé des autres, qui m'a aussi aidé parce que ça m'a donné envie au fait de le faire pour moi. Donc je restais quand même dans l'environnement qui était le mien, qui est celui d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'étais derrière, j'étais celui qui conseillait, j'étais celui qui orientait, qui des fois donnait des idées créatives. Cette fois, William développe ses propres idées créatives. Et la matière qui l'inspire le plus, ce sont les déchets plastiques que l'artiste récolte dans la nature ou sur les plages.
C'est des cordages marins échoués sur les plages, des filets de pêche, les brosses de balai, tout ce qui est les filets de fruits. Tout ça, ça va me servir justement pour concevoir les étamines et les pistils des fleurs. Donc ça va être l'intérieur. Et à côté, donc du coup, on a des sacs plastiques. Donc chaque plastique récupéré dans la nature, ou même ceux qu'on me donne avant de jeter, ils sont aseptisés. Donc il y a tout un traitement de nettoyage. Après le nettoyage de ces précieux sacs plastiques, William commence par dessiner les patrons des pétales sur du carton, recyclé bien sûr. Avant de brûler, colorer et mettre en forme les pétales de sacs plastiques. Notre fleuriste des déchets a récemment participé à une exposition d'un grand couturier français. Et l'avenir de ses créations, William l'imagine en partie sur les podiums. Les fleurs que je crée peuvent être utilisées en fleurs d'ornement, qu'on peut justement habiller comme les paruriers florales dans la haute couture. Je pense qu'il y a des projets qui vont bientôt voir le jour, de créer des broderies avec des fleurs en fleurs d'ornement. Oui, ça j'aimerais beaucoup, oui. Écolo, réaliste, poétique, les bouquets de William donnent définitivement un nouveau sens aux fleurs et aux sacs plastiques. Version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye.